Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La semaine dernière, je recevais la caporal-chef des Forces armées canadiennes, Mme Joanne Hamelin. Et cette semaine, je la reçois à nouveau pour compléter cette série de 2 émissions concernant sa vie dans les Forces armées canadiennes et du lancement de son livre « Les ailes d'une pionnière ». Alors, mesdames et messieurs, c'est toujours avec grand honneur et grand plaisir que je la reçois. La caporal-chef, une Lassaroise pure laine, Mme Joanne Hamelin. Mme Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Re-bienvenue. Merci à vous de me recevoir de nouveau. Ah, mais c'est... moi, si c'était rien que de moi, là, on en ferait encore 5-6 émissions de même. Puis là, je veux remontrer, c'est ce livre-là, ici, qui est Les ailes d'une pionnière. C'est une Lassaroise qui a fait vraiment... qui a fait honneur à notre province et à notre pays également en servant dans les Forces armées canadiennes. Bon, Mme Hamelin, la semaine passée, on a fait... J'aurais aimé en poser encore plus de questions, mais c'est tellement intéressant que, bon, je vous laisse aller tout simplement, mais il y a tellement de choses. Je voulais parler de l'Afghanistan. C'était très important d'en parler parce que je sais que ça vous a marqué. Vous avez fait 2 voyages en Afghanistan. Vous auriez pu perdre la vie, on le sait. Puis, grâce à tout le monde autour de vous, c'est une grosse équipe, il faut le dire. L'armée, c'est une grosse équipe. Oui, vraiment, vous avez raison là-dessus. On peut prendre ça de même. Oui. Moi, j'aimerais que l'on parle, si vous me permettez, de quelque chose qui vous tient à cœur, du protocole des uniformes. Puis, je vais inclure dans cette question-là l'uniforme, mon costume. C'était pour vous un honneur de le porter. Absolument. Absolument. L'uniforme, pour moi, c'est quelque chose de sacré. C'est une entité qui a été établie au travers des centaines d'années. Et puis, c'est ce qui représente le don de soi, d'engagement, et puis notre crédibilité aussi. Pour moi, quand je regardais un militaire, je regarde son uniforme et ça me dit quelle sorte de personne, quelle sorte de militaire il est. Comme moi, là, la partie la plus importante de mon uniforme était sans contredit mes bottes de parade. Quand je pouvais lire l'heure sur le devant de mes bottes, c'est que j'étais satisfaite de mon travail. Donc, si je suis capable d'investir des centaines d'heures pour entretenir mes bottes, ça veut dire que je suis prête à être dévouée à 150% pour le travail que je fais. Donc, pour moi, l'uniforme est définitivement ce qu'il y a de plus important dans tout ce que j'ai à faire. De toutes les phases, les facettes de ma carrière militaire, c'est quand j'ai mis l'uniforme pour la première fois. C'est comme si ça te donne une impression d'être un super-héros. Je veux dire, je me sentais plus en confiance, j'avais plus d'endurance, j'avais moins froid parce que je portais mon uniforme. Est-ce que c'est vrai qu'on est très, très strict sur l'uniforme? On n'endure pas un pli de travers ou quelque chose de même. Est-ce que c'est vrai? Je vous dirais que les mœurs ont changé depuis mon temps dans les Forces armées canadiennes. Moi, j'ai quand même été libérée en 2016. Quand moi, j'ai joint en 97, c'était très... Le pli, il y a un pli, on appelait ça des chemins de fer, là, quand tu passes puis tu fais 2 plis sur ton pantalon ou la chemise. Puis à cette époque-là aussi, on avait aussi un uniforme de parade. Puis il y avait le combat, mais on avait un uniforme de semaine aussi qu'on portait, qui devait, le pantalon, la chemise à manches longues, tout devait être repassé, le béret bien formé. Donc, c'est vraiment, c'est une discipline. Si à tous les jours, tu prends le temps de prendre soin de ton uniforme, tu prends soin de ton apparence. Donc, ça fait partie du professionnalisme. Aujourd'hui, les mœurs sont un petit peu changées. Dans les dernières années, les protocoles sont un petit peu plus flexible au niveau de l'uniforme. Les gens ont le droit d'avoir des cheveux de couleur. Les hommes ont le droit de porter la jupe et les talons hauts. Les ongles longs sont acceptés, les boucles d'oreilles. C'est toutes des choses qui étaient absolument interdites. Okay. Là, moi, là, c'était la toque. La toque, le filet, toujours les cheveux toujours bien lissés, pas un petit poil qui dépasse. Maintenant, ils peuvent porter juste une queue de cheval. Donc, les mœurs sont beaucoup changées. Je trouve ça, pour moi, c'est catastrophique parce que c'est une identité à laquelle
je toucherai jamais parce que ça représente quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc, c'est presque une bonne chose que je ne fasse plus partie du système parce que ça aurait été quelque chose qui m'aurait un petit peu accroché, ça. Mais c'est ça, c'est l'uniforme. Les grades, c'est important pour vous, les grades? Les grades sont importants, oui, d'une certaine façon, parce que la hiérarchie militaire, elle est basée sur le principe de grade. Il y a une chose, par exemple, c'est que le grade ne dit... C'est pas parce qu'une personne est bas dans l'échelon des grades qu'elle n'a pas de bonnes compétences en leadership, que ça peut pas être un bon leader, que ça peut pas être un bon technicien, une bonne technicienne ou peu importe, un bon soldat. Je crois que ça, c'est établi puis c'est compris par beaucoup de personnes. On n'a pas besoin d'être un général pour être capable de leader des troupes. Je pense que le leadership, c'est quelque chose qui est inné en une personne. Ça s'apprend aussi avec le temps. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a un grade haut gradé qu'on va être nécessairement le meilleur leader. Hein, ça vient avec, comme dans tous, les promotions viennent avec les formations, les cours et le travail aussi, tout dépendant du poste de la personne. Donc moi, j'ai pas été très haut dans la hiérarchie militaire. De ma carrière de technicienne en système aéronautique, j'étais caporal. Donc, c'est le 2e grade là, officiel dans les forces. Puis après ça, pendant à la fin de mon premier déploiement en Afghanistan, j'ai eu la promotion de caporal-chef. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est un petit peu plus de responsabilité. C'est sûr que c'est un grade qui est pas... on est encore opérateur, on n'est pas encore un gestionnaire. Quand on est caporal-chef, on travaille encore sur le terrain, je pourrais dire. Parce que l'armée, là, les grades... puis il y a aussi les officiers et les militaires du rang. Moi, j'étais une militaire du rang. Donc, pour vulgariser l'expression, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre, c'est l'armée, c'est les officiers, c'est les gestionnaires. Ils gèrent des ressources, du personnel, de l'argent, du matériel, des choses comme ça. Puis les militaires du rang, c'est les gens qui mettent en action les plans qui ont été établis par les adjudants-maîtres, les adjudants-chefs et tout ça. Et puis là, les caporals-chefs comme moi, ben c'est eux qui prennent des outils, réparent des choses, qui vont préparer la nourriture dans les cuisines, des choses comme ça. On en a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais qu'on revienne parce que c'est un sujet délicat. Lorsque l'on place une arme à feu dans les mains d'une personne, on lui donne le pouvoir de prendre une vie. Oui. C'est important. C'est vraiment, je pense que c'est la chose qui est la plus sensible de toute la profession des armes, parce que la profession des armes, c'est la seule profession qui va forcer une personne à mettre officiellement sa vie en danger. Même les policiers, oui, ils vont dégainer leur arme, mais s'ils trouvent que ça brasse trop, ils sont pas obligés d'y aller. Un militaire, on n'a pas vraiment cette possibilité-là. Donc, de te dire... je te donne une arme, puis tu peux prendre une vie. On n'est pas conscient à quel point ça va être lourd comme répercussion. Parce que dans la vie que j'appelle ordinaire, si on vous donne une arme, puis vous tuez, vous êtes passible de prison à vie. Exactement. Okay? Et là, on vous donne une arme, puis on vous donne le droit, le privilège, même si vous voulez, de tuer. Oui. C'est le lourd. contraste est gros. C'est énorme, parce que je suis consciente que parce que ce que j'ai fait, c'était cadré dans des règles d'engagement très, très strictes. Puis c'est socialement accepté parce que ça a été fait dans le cadre de mon métier. Sauf que ça a quand même des répercussions sur une âme, sur une personne. C'est pas normal de pointer une arme envers quelqu'un, encore moins vers un enfant. Puis c'est des choses que les militaires ont à faire. Donc, quand on fait ce travail-là, les répercussions, on fait notre travail, c'est quand on recule puis on prend un moment pour regarder la forêt. Là, on se dit... Puis pour vulgariser encore l'expression, quand les conséquences, chaque fois qu'on appuie sur une gâchette, il y a une partie de notre âme qui s'envole. Tout dans la vie est une question d'équilibre. Est-ce qu'on se fait une carapace? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si on ne se fait pas une carapace, on reste conscient du geste qu'on porte et puis on ne sera pas capable de le faire. Donc, on n'a pas le choix de se faire une carapace puis d'ériger des barricades pour se bloquer de nos valeurs personnelles à nous puis pour se joindre aux valeurs de l'organisme pour lequel on travaille. Puis, je suis consciente que quand on fait ce travail-là, les gens vont dire « t'as été brainwashé, tu t'es fait manipuler le cerveau ».
c'est sûr. J'ai été obligée d'être modelée pour devenir un soldat parce que c'est une profession qui est différente de toutes les autres professions du monde. Donc, on n'a pas le choix de modifier la personnalité pour que les gens fonctionnent de façon cohésive. Vous l'avez mentionné dans l'émission de la semaine passée, hein? Les forces armées, c'est une équipe serrée, c'est une chaîne. Puis tous les chaînons sont importants. Mais tous les chaînons ont un but commun qui est de venir en aide à la population, de venir en aide aux gens qui sont dépourvus, qui sont en détresse. Donc, on est porté à faire des gestes qui ne sont pas corrects, mais parce que c'est fait selon des règles d'engagement, parce que c'est fait dans le cadre de notre travail, c'est accepté. Mais je suis consciente maintenant que moi, je suis une criminelle. Je devrais être en prison pour les actes que j'ai commis, mais j'ai pas à le faire parce que c'était fait dans le cadre de mon métier. Donc, présentement, depuis que je ne porte plus l'uniforme, ça fait partie des choses que j'ai à faire. Le pardon que j'ai à m'accorder pour des choses que j'ai fait parce que je sais que je l'ai fait parce que j'étais obligée. Obligée de le faire, c'est sûr. Oh oui, mais ça pèse lourd sur mon âme. Protéger. Pour protéger les gens. En premier. Et tout ce qui gravite autour de Non, je vous dirais que c'est pour protéger autrui en premier. Okay. Oui, un militaire va toujours mettre les besoins d'une autre personne avant de placer les... OK. Est-ce que c'est une consigne qu'on vous donne ou la morale est là pour vous? Je pense que ça nous est un petit peu... ça nous est enseigné, ça nous est inculqué au fur et à mesure. On vous l'exige pas? Non, ça vient beaucoup avec les descriptions de tâches. Okay. Oui. C'est quand on accepte, on signe la ligne du contrat, on devient un soldat, puis là, on place les besoins des autres avant les nôtres. On va placer les besoins de l'organisation avant les nôtres, avant notre famille, avant nos conjoints, nos enfants. Donc, ça fait partie de la job. De la job. Une humiliation, la coupe de cheveux, le rasage, ça a dû être difficile, ça. Oui. Bien, je vais mettre un petit peu en contexte, là. C'est que moi, à l'époque, en 97, c'était très strict au niveau des cheveux, au niveau des choses comme ça. Puis, j'ai beaucoup de cheveux. Puis, mon chapeau, mon wedge, mon calot ne tenait pas sur ma tête. Donc, à ma deuxième semaine à l'école de recrue de leadership des Forces armées canadiennes à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, où je faisais ma formation de base, on m'a obligée à aller me faire raser la tête parce que mon calot arrêtait pas de tomber. Quand on faisait de l'exercice militaire, de la drill, là, quand les militaires apprennent à marcher et tout. Et puis, on m'a obligée à raser ma tête. Quelque chose qui est une idée, qui est un concept qui est farfelu aujourd'hui, parce que maintenant, aujourd'hui, les hommes ont le droit d'avoir les cheveux longs. Ouais, donc, c'est ça. Dans mon temps, les hommes passaient tous sur la chaise. Puis, les femmes, eux, ben, on avait le privilège de pouvoir porter la toque. C'est juste que moi, ça a été... c'est ça. J'ai comme été malchanceuse. On m'a forcé à me couper les cheveux. Puis ça n'a même pas réglé le problème. C'est ça qui est le pire. Là. Ça n'a pas réglé le... Non. Une question avec une réponse oui ou non. Oui. Avez-vous déjà pensé quitter? Oui. Vous avez pensé quitter? Oui, absolument. En 2005. Suite à l'Afghanistan ou bien non, pour autre chose? Avant, quand je suis revenue d'Haïti. Quand je suis revenue d'Haïti en 2005, je voulais quitter les forces. Qu'est-ce qui vous a incité à rester? On m'a transformée à Goose Bay au Labrador, à une unité de recherche et sauvetage pour les communautés Inuits du Canada. Et puis, c'est ça, j'ai quitté Québec pour m'en aller là-bas. Ça a comme un peu chamboulé mes plans, là, mais j'avais suivi un cours de praticienne en massage pour pouvoir sortir des forces puis faire de la massothérapie à temps plein. J'ai fait ça pendant un an de temps, les fins de semaine. Tous mes congés ont été passés pour faire mon cours. Puis la dernière minute, on m'a transférée à Goose Bay, puis j'ai choqué, comme on peut dire. Là. Je suis pas sortie des forces. Et vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Absolument pas. Une question qui va vous rappeler peut-être un moment que je peux dire triste un peu. La cérémonie de graduation, c'est toujours une fierté pour un soldat ou une soldate. Elle ne s'est pas passée comme prévu. Et vous marquez échec, déshonneur, abomination, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je sais, c'est des gros mots, hein? Oui, oui. J'ai été blessée au tendon d'Achille pendant mon entraînement. Parce que c'est quand même rigoureux comme processus, l'entraînement de recrue. Et puis, je me suis blessée au tendon d'Achille. Je ne l'ai pas dit. Donc, j'ai procrastiné. J'ai poussé jusqu'à ce que mon pied était tellement enflé, je ne pouvais même plus enfiler ma botte. Donc, j'ai caché le plus longtemps possible ma blessure par crainte de me faire...
mettre de côté. Puis malheureusement, j'ai pas eu le choix d'aller consulter. Mais j'ai pas pu faire la parade finale. J'ai dû la faire dans les estrades. Puis pour moi, c'était un échec total parce que ça finalise l'accomplissement. De défiler devant ses parents, ses amis, etc. C'est ça. Mes parents étaient venus. Puis là, moi, j'étais dans les estrades. Puis donc, j'ai pas été autorisée parce que, justement, pour une question médicale. Là. Mais j'ai tout de même gradué avec honneur. Ça m'a été expliqué par mes instructeurs, mais le soldat Hamelin avait beaucoup de... La soldate Hamelin, maintenant, on dit soldate. Soldate Hamelin avait beaucoup de difficultés avec ça, de ne pas pouvoir prendre part à la parade. Une question difficile, puis je tiens à vous la poser. J'espère que je ne vous brasserai pas trop de mauvais souvenirs, mais dans la maladie de votre père, vous dites à son décès, « Je n'ai pas su protéger mon papa. » Vous vous êtes culpabilisé. Vous êtes dur avec vous. Face au décès de votre père, vous dites que vous avez laissé votre lâcheté l'emporter. Ce sont des accusations envers vous-même qui sont excessivement difficiles. Oui. Je savais que je t'ai pas... Oui, non, mais c'est correct. Je suis ici pour ça. C'est, tu sais, quand on fait le serment de protéger les autres, puis qu'on se rend compte qu'on n'a pas été capable de protéger la personne qu'on aime le plus au monde, c'est difficile. Puis moi, j'étais loin aussi. J'étais loin, je faisais mon travail, j'étais comme ça. Et puis, la technologie, on n'avait pas, là, Internet, les cellulaires et tout ça, on n'avait pas ça à l'époque. Donc, j'ai été vraiment bernée par la maladie. J'étais pas consciente de la gravité de la situation. Puis, je sais maintenant que j'aurais pas pu sauver mon père, mais c'est encore une grosse étape de ma culpabilité à laquelle je dois... Parce que je me dis, j'aurais peut-être pu l'amener à Québec ou à Montréal, voir d'autres médecins, je sais pas. Donc, c'est ça. J'ai ça sur la conscience. Mais est-ce que vous vous êtes pardonné de ça? Pas encore. Pas encore. Mais le processus d'écriture m'a permis de commencer à faire le deuil de mon père. C'est une des raisons pour laquelle vous avez tout mis ça dans votre livre. Exactement. Parce que si on s'était parlé, même juste l'année dernière, j'aurais même pas été capable de vous répondre, je me serais mise à pleurer. Donc, l'écriture m'a vraiment permis... Mais j'ai hésité avant de mettre cette question-là parce que je savais que je n'étais pas vous ébranler un peu. Non, mais c'est correct, ça fait partie du processus de guérison, ça fait partie des choses que j'ai à me pardonner. Puis, c'est des choses que... J'avais pas le contrôle sur cette situation-là, même si... Puis je suis consciente avec le recul, même si j'avais été ici, j'aurais probablement pas pu faire grand-chose, mais de ne pas avoir été plus proche de lui dans les derniers moments de sa vie, c'est quelque chose qui me pèse très lourd sur le cœur. On dit que dans l'armée, sensibilité est égale à signe de faiblesse. Oui. Oui, j'en ai fait mention un petit peu là, tout à l'heure. C'est quand on pense à les problèmes à la maison, les problèmes conjointes, les enfants. Moi, j'en ai pas eu. Mais j'ai quand même eu de la famille. J'ai eu des frères et sœurs et tout. Puis quand on pense à ces gens-là, quand on pense à ces choses-là, ben, on n'est pas présent dans le moment présent. Puis les militaires, il faut toujours... Même si c'est juste un vol, on pratique des manœuvres ici au Canada en garnison sur une base militaire, c'est qu'à tout moment, hein, un bris mécanique, une petite erreur, un vent qui vient nous surprendre, quelque chose, ça prend une fraction de seconde pour qu'une belle journée se transforme en ton pire cauchemar, puis on ne peut pas se permettre cette vulnérabilité-là. Donc, c'est même pas un préjugé, désolée de le dire, mais c'est une réalité du service militaire. Si tu es sensible aux choses de la vie, aux émotions puis aux sentiments, tu peux pas faire ce travail. Il faut se faire une carapace puis dire c'est ça, je m'en vais là, puis je fais ça. Oui. Bien, comme je l'explique, moi, j'appelle ça mettre un interrupteur, là, une switch. Il faut mettre la switch off. Il faut que tu coupes le fil conducteur qui prend tes émotions puis qui relie les émotions à ta tête en réaction. Il faut que ça soit coupé. Parce que si tu as des réactions, bien là, tu ne peux plus être réactif dans ton travail. Donc, c'est ça. Faire carrière dans l'aviation avec le vertige et le mal des transports, ça ne doit pas être facile. Expliquez d'autres choses. Oui, c'est quand même assez... Parce que même vous avez été malade déjà. Puis que ben oui. Puis... Mais quand on dit... Tu sais, quand on dit qu'on est capable de faire quelque chose, le cerveau, c'est fort. Mental toughness, comme il disait dans les boys, là, c'est vraiment quand on se met
dans la tête qu'on est capable de faire quelque chose. Puis quand je volais, mon cerveau était occupé. J'avais des tâches à faire. J'étais occupée, j'avais des choses à faire. Donc, mon cerveau n'était pas « Oh mon Dieu, qu'on est haut ». Non, moi, mon cerveau, c'était là, je suis à quelle hauteur du sol, puis je suis à quelle distance de la zone, là, puis sont à quelle hauteur les arbres, puis sont à quelle distance. Donc, j'avais pas le temps de penser. Exactement. Mais si j'étais passagère, assise, là, c'est certain, je vomissais. J'ai vomi... C'est gênant de le dire, là, mais ça m'est arrivé de vomir devant des passagers. Oui, c'est déstabilisant pour eux autres parce qu'ils te regardent en planté, qu'est-ce qui se passe, mais elle est malade. Mais non, c'est ça. Ça fait partie du métier. Mais quand je prends l'avion civil, je suis obligée de prendre des garvoles là, parce que je passe pas au travers du vol. Puis pour une personne qui a fait une carrière dans le vol. Ben oui, je sais. On parle pas de vol, là. On parle de non, vol. De vol, oui, c'est ça, de vol, oui. Vos médailles, c'est précieux. Laquelle que vous êtes la plus fière? C'est certain l'Afghanistan, parce que ça représente, à chaque fois que l'aviation tactique, on est sorti et on a fait notre travail, on savait qu'on ramenait quelqu'un à la maison. Donc, j'ai atteint le summum de ce que la profession des armes pouvait m'offrir parce que, à tous les jours, je savais que je faisais une différence dans la vie de quelqu'un. Puis moi, c'est pour ça que je suis allée en Afghanistan. Parce que je savais que, pas Joanne qui est allée là-bas, on a gagné la guerre, mais parce que nous, les hélicoptères, l'aviation tactique, on est allés travailler, c'est chaque personne qui a mis pied à bord puis qui a débarqué la rampe de cet avion-là, on sait qu'elle a retourné à la maison sain et sauf à sa famille. Donc, côté valorisation puis accomplissement de soi et de carrière, je ne pouvais pas atteindre plus haut que ça. Là, on va passer plusieurs questions, là, parce que le temps nous presse trop, mais on parle de médailles, mais on va parler ici d'un badge qui vous tient vraiment à cœur. Il se nomme « Jo et Pat, je me souviens ». Ça, c'est précieux pour vous. Puis quand on lit le livre, là, on sait le pourquoi, là, que c'est précieux, mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez parce que c'est vraiment là, quelque chose d'extraordinaire, ça. Là. Oui, c'est un badge pour souligner la mémoire de 2 collègues qu'on a perdus en Afghanistan dans un écrasement d'un Griffon. Et puis, c'est un écrasement qui a été fait à cause de l'environnement. On pense tout le temps, quand on va à la guerre, que la plus grosse menace, ça va être l'ennemi, mais en fait, c'est dans toutes les sphères du travail militaire, je vous dirais que c'est l'environnement dans lequel on a à travailler parce qu'on ne peut pas anticiper la réaction de Dame Nature. Et puis, c'est malheureusement là, perte de visibilité qui a fait en sorte qu'ils se sont écrasés. Puis, j'ai eu à aller travailler sur le site de l'écrasement. C'est moi qui étais comme les premiers répondants et tout. Et puis, ça a été un honneur de pouvoir être là pour eux autres, même si eux n'ont pas survécu à ça. Mais après l'accident, j'ai porté la badge à l'épaule avec fierté. Puis, c'était une initiative qui a été faite là, par nos dirigeants là-bas pour montrer notre soutien face à Pat et Joe, qu'on se souvient d'eux, puis on va toujours se souvenir d'eux. Puis je vous dirais que pour... C'était 2 grands amis. Un confrère ingénieur de vol, oui. Puis Joe, c'était un gunner, un de nos gunners, un mitrailleur de porte. Puis c'était un super bon ami, là. Il y avait un sens de l'humour qui était capable de détendre l'atmosphère. Puis, tu sais, c'était mon partner de smoothie, là. On allait boire un smoothie ensemble et tout. Fait que ça a été pour moi très difficile de travailler, là, à aller sur le site de l'écrasement, là, puis à gérer ça après aussi, là. Ouais. Ça nous remet en perspective que notre travail, il y a toujours il y a du danger. Le danger est toujours présent, puis il ne faut pas l'oublier, ça. Je ne peux pas faire cette émission sans parler d'un sujet qu'on a discuté, je parle en général, dans le monde ordinaire que j'appelle, qui a fait les manchettes aussi et qui les fait malheureusement encore aujourd'hui, le harcèlement sexuel. Ouais. Vous l'avez subi, vous avez porté plainte et ça s'est retourné contre vous. À ce moment-là, ça a dû être difficile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, ça fait partie de... Les Forces armées canadiennes, c'est une institution, c'est gros. Je pense qu'on n'est pas à l'épreuve de ça, peu importe dans le domaine dans lequel on travaille. Naturellement, étant une femme, c'est quelque chose que j'étais sujette à avoir à vivre. Mais j'ai pas laissé ça déterminer la personne que j'étais, que je suis. Je pense que j'en suis sortie plus forte, puis j'en suis sortie gagnante. Tantôt, j'ai dit que l'uniforme me donnait une certaine force, puis je me sentais comme une super-héros, mais pour défendre la personne que j'étais, j'avais encore un petit peu de difficulté à ça. Hein. On met les besoins des autres avant les siens, puis ça a un petit peu fait partie de ça.
malgré tout, je suis contente de l'avoir de l'avoir dénoncé, c'est sûr. Mais ça me fait comprendre que j'avais pas le soutien de la chaîne de commandement autour de moi, mais on recule encore de plusieurs années. Donc maintenant, là, la sensibilisation est complètement différente. L'éducation, elle est là. Puis, tu sais, il y a des programmes aussi pour venir en aide aux personnes qui ont subi des choses comme ça. Donc, c'était un temps passé. Puis même, il y a une partie dans mon livre que je raconte quelque chose, une chose qui m'est arrivée, une situation qui est arrivée, puis la même chose est arrivée à une collègue qui, elle, a vécu ça dans les années 80, puis le dénouement pour elle et moi a été complètement différent. Donc, les mœurs étaient différentes, les coutumes étaient différentes, l'aide envers ce genre d'acte-là était différent aussi. Donc, moi, ça a comme... C'est malencontreusement, ça m'est arrivé, mais je veux pas que ce soit ça qui ressorte de mon histoire. C'est vraiment, quand j'ai commencé, j'ai pris la décision de l'écrire au public. J'ai dit que j'étais pour être transparente, donc je me devais d'en parler, mais en soi, c'est pas ça que je veux qu'il s'y ressorte. Je veux vraiment faire briller la profession des armes parce que c'est quelque chose qui gagne à être connu. Je voulais ouvrir une fenêtre entre le monde civil et le monde militaire pour voir qu'est-ce que ça fait un militaire, dans quoi ça travaille, qu'est-ce que ça mange, où ça habite. Donc, c'est ça. Malheureusement, j'ai dû subir ça, mais je me suis relevée puis j'ai pas laissé ça m'abattre. Dans votre carrière dans les Forces armées canadiennes, est-ce que le mot « échec » n'a jamais fait partie de votre vocabulaire? À certaines parties, oui, je vous dirais, comme quand j'ai pas pu participer à la cérémonie de graduation, je me suis dit, c'est un échec. J'ai vu ça comme un échec. Mais j'ai tellement eu de grands accomplissements. Tu sais, j'ai traversé le Canada au complet, d'une côte à l'autre en hélicoptère. J'ai atterri dans les Rocheuses. J'ai volé partout. J'ai rencontré plein de gens. J'ai fait des rencontres extraordinaires, des rencontres humaines, des expériences humaines. J'ai eu la plus belle profession du monde. Donc, je peux pas... les petits échecs puis les petites choses que je me dis j'aurais aimé mieux que ça fonctionne. Je peux pas m'arrêter à ça parce que j'ai trop vécu des belles affaires. J'ai trop été chanceuse dans ma carrière. Une dernière question. Le soutien familial, c'est primordial. C'est la clé de tout. Il n'y a pas un militaire qui peut faire cette carrière-là sans être soutenu par une armée de personnes qui le soutiennent. C'est grâce à ma famille, à mon frère, à ma soeur, à ma mère que j'ai été capable de faire ce travail-là. Parce que sans eux autres, quand moi je filais pas, c'est eux autres qui me disaient « Joanne, tu as choisi ça, tu veux faire ça depuis que tu es toute petite, tu es à ta place. » C'est eux autres qui me regrondaient, qui me redisaient, regarde, qui me reshakaient de la bonne façon. Ou bien qui me shakaient, ma mère me disait « Ben, reviens-t'en à la maison, je vais aller te chercher. » Puis c'était « Non, maman, tu viendras pas me chercher. Je suis où j'ai besoin d'être. » Donc, on a parlé tantôt de mes médailles puis de mes décorations, mais c'est les gens qui supportent les militaires qui devraient les avoir, ces médailles-là, puis pas nous. Parce que nous, ça a été facile comparé à ce qu'eux ont dû endurer. Joanne Hamelin, caporal-chef, merci infiniment. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Puis je conseille ce livre-là à tout le monde, Les ailes d'une pionnière, si l'avenir vous intéresse. Une Lassaroise pure laine qui a fait carrière dans les Forces armées canadiennes. Madame Hamelin, j'en suis encore bouche bée quasiment. J'ai adoré votre livre, puis je vous ai admiré, puis je vous remercie beaucoup de vous être présenté pour ces 2 émissions. J'espère qu'on a mis les points sur les i, là, surtout quand on a parlé de l'Afghanistan. Oui. Très, très, très important. Alors, je vous souhaite longue vie, chère dame, puis je vous souhaite un autre livre. Et mettez-moi comme votre premier lecteur, s'il vous plaît. Parfait, c'est bien. Mais merci à vous de cette opportunité-là, de me permettre de pouvoir livrer mon message aux gens, parce que je pense que j'ai des choses à dire, puis c'est important que les gens les entendent. Ça m'a fait tellement plaisir, Madame Hamelin, puis vous serez toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.